Vous êtes-vous déjà senti si épuisé que même le silence semble bruyant? Avez-vous déjà ouvert les yeux le matin, le corps entier, mais l'âme absente? Vous êtes-vous surpris à fixer le plafond, en pleine nuit, incapable de savoir où vous avez laissé votre envie de vivre? Le burn-out, c'est cela. Il n'arrive pas avec fracas, il s'infiltre dans de petits excès, dans des nuits mal dormies, dans des objectifs qui ne signifient plus rien. Il se déguise en succès, se cache derrière votre productivité et ne se révèle que lorsqu'il vous a presque tout pris, votre énergie, votre joie, votre sens. Mais, et si je vous disais que le burn-out n'est pas un ennemi, qu'il est en réalité un messager? Un appel de la vie, dur, certes, mais profondément honnête, pour que vous cessiez de fuir qui vous êtes, pour que vous recommenciez à écouter, à respirer, à vivre avec un but. Cette vidéo n'est pas un diagnostic, c'est une traversée. Un voyage à travers les mots de Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, et peut-être à travers quelque chose que vous avez oublié au fond de vous. Quelque chose qui pulse encore, qui brille encore, et qui peut encore être reconstruit. Ici, nous allons parler de l'effondrement qui peut devenir une guérison, de la pause qui peut devenir un choix, de la vertu qui ne naît que dans le feu, et de la manière dont le stoïcisme, cette philosophie ancienne et vivante, peut être l'antidote à l'épuisement moderne. Regardez jusqu'au bout. Et si une partie touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « J'entends l'appel de mon âme ». Peut-être que cela sera déjà le premier pas vers votre propre reconstruction. Le buzz, quand l'âme implore le silence au milieu du bruit, au cœur du vacarme du monde moderne, il existe une fatigue qui n'est ni physique ni même mentale. C'est une fatigue de l'âme, un épuisement qui ne vient pas de la quantité de tâches, mais de l'absence de sens qu'elle porte. C'est comme être entouré de voix, mais aucune ne dit ce qui compte vraiment. Et puis, soudain, même entouré de stimulation, vous vous sentez vide. Ce n'est pas de la solitude, c'est l'absence de présence, l'absence de vous-même. À cet instant, quelque chose en vous commence à implorer, en silence, le silence, pas n'importe quel silence, celui qui accueille, qui organise, qui restaure la clarté. Le stoïcisme appelle cela le recueillement intérieur, l'art de faire taire le monde sans le quitter. Il y a des bruits qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais qui pèsent sur les épaules, engourdissent l'esprit et affaiblissent la volonté. La notification qui arrive avant le café, la pression implicite dans une réunion, la comparaison constante qui surgit en faisant défiler l'écran. Tout cela s'accumule comme une poussière invisible, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous ne parvenez plus à respirer profondément. À ce moment précis, le corps trahit ce que l'esprit a tenté d'ignorer. Vous fonctionnez, mais vous ne vivez pas. Vous êtes en pilote automatique, l'âme figée. L'organisation mentale commence à flancher, et la vie devient une succession d'obligations qui ne vous appartiennent pas. Marc Aurèle disait que l'univers est en perpétuel changement et notre vie dépend de la manière dont nous gérons ce changement. Mais comment gérer le mouvement quand tout en vous réclame l'immobilité? Quand votre désir, le plus authentique, n'est pas de conquérir quelque chose de nouveau, mais simplement de vous arrêter. C'est là que surgit le conflit. L'état d'esprit de croissance prôné partout exige accélération, productivité, plus d'action. Mais le stoïcisme moderne vous invite à une pause qui est, en réalité, le premier acte de courage. Savoir s'arrêter est plus difficile que de continuer. Faire silence est plus audacieux que de crier. Et apprendre à être avec soi-même au milieu de la tempête est une forme rare de succès, celle qui naît de la force mentale et du détachement. Le monde récompense ceux qui parlent fort, répondent vite et livrent avant la date limite. Mais l'âme récompense ceux qui s'écoutent en silence. Ce n'est pas pour rien que beaucoup ne trouvent la clarté qu'en tombant malade. Quand le corps, en dernier recours, se met à crier ce que l'esprit a étouffé, l'anxiété devient un système d'alarme, l'épuisement émotionnel devient une prophétie, et le burn-out n'apparaît pas comme un ennemi extérieur,
mais comme un miroir intérieur. Il reflète tout ce que nous avons négligé, notre calme intérieur, nos limites, notre paix. C'est pourquoi le premier pas de la sagesse stoïque est celui-ci. Arrêtez de courir, respirez, regardez à l'intérieur. Sénèque avertissait. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons trop. Et c'est peut-être à ce moment que l'âme réclame le silence. Parce qu'au fond, elle sait, celui qui vit dans l'excès vit sans profondeur. Celui qui vit dans le bruit oublie le son de sa propre voix. Et celui qui vit sans s'écouter ne vit plus. Il ne fait que réagir. La pensée positive stoïque n'est pas un optimisme vide. C'est de la lucidité. C'est la capacité à voir la réalité avec sérénité, à maintenir un contrôle émotionnel même lorsque tout autour semble s'effondrer. C'est accepter que le silence n'est pas une absence, mais une présence pleine. Ce silence ne s'achète pas, il se construit, avec des choix, avec de la discipline, avec la décision courageuse d'éteindre le téléphone avant de dormir, de marcher sans écouteurs, de ne pas répondre à ce qui blesse. Il devient une habitude, un refuge, une philosophie de vie. Zénon de Citium disait que le but du sage était de vivre en harmonie avec la nature. Et quelle est la nature de l'âme, sinon le silence contemplatif? C'est là que naît la vertu stoïque, non dans la force de s'imposer, mais dans la légèreté de ne pas se perdre. La sérénité au travail, la paix intérieure dans les relations, la fermeté face aux critiques, tout cela commence par cette écoute intérieure. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Et c'est dans le silence que cette opinion se révèle, se réorganise, se guérit. L'organisation mentale que nous cherchons à l'extérieur, dans des agendas, des applications, des listes, ne se concrétise que lorsqu'il y a de l'ordre à l'intérieur. L'âme, alors, ne demande pas des objectifs, elle demande de la présence, et cela change tout. Cela change la manière de travailler, de se connecter aux autres, d'exister. Parce que lorsque vous êtes en paix à l'intérieur, rien à l'extérieur n'a de pouvoir sur vous. La véritable transformation personnelle ne vient pas de changer le monde, mais de changer la manière dont vous vous positionnez dans celui-ci. Le silence est une présence absolue. C'est l'instant où vous vous retrouvez avec vous-même sans avoir besoin de vous justifier. C'est lorsque le corps se détend, que le cœur ralentit et que l'esprit peut enfin se reposer. Il n'y a pas de succès plus noble que celui-ci, être entier. Et pourtant, le monde insistera pour dire que vous êtes en retard, improductif, déconnecté. Mais vous saurez, avec la sagesse ancienne coulant dans vos veines, que ce silence est, en réalité, votre connexion la plus profonde avec la vie, avec ce qui compte, avec ce qui est vôtre. C'est à cet instant que le silence cesse d'être une absence et devient une puissance. Et ainsi, le silence devient un antidote, un remède sans notice mais avec des effets. Une pratique stoïque qui réorganise les sentiments, filtre les pensées et restaure la force mentale. Il ne résout pas tous les problèmes, mais il révèle ce qui est réel et ce qui n'est que bruit. Et peu à peu, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de répondre à tout, d'être partout, de tout prouver. Parce que l'essentiel se soutient dans le silence. Et c'est ce silence qui vous soutient. Mais que se passe-t-il quand le silence arrive trop tard? Quand le corps a déjà cédé et que l'âme s'est retirée? Peut-être est-il alors temps de comprendre que le burn-out n'est pas seulement une maladie. C'est un cri philosophique qui réclame du sens. Et c'est précisément ce que le prochain chapitre commence à révéler. Le burn-out comme rupture du sens et pas seulement de la santé. Ce n'est pas toujours le corps qui tombe malade. Parfois, c'est le sens qui s'affaiblit. Le burn-out, si souvent décrit comme un épuisement physique ou mental, est souvent la faillite de quelque chose de plus essentiel encore, le sens. Travailler trop ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est de travailler sans savoir pourquoi. L'âme humaine ne peut pas vivre en pilote automatique trop longtemps. Elle a besoin de sens comme le corps a besoin d'air.
Quand ce sens s'évanouit, même si vous continuez à remplir vos obligations, à l'intérieur, vous vous videz. Ce qui était une routine devient une prison. Ce qui était une vocation devient un fardeau. Ce qui vous éclairait autrefois ne fait plus que vous brûler de l'intérieur. La sensation n'est pas seulement de l'épuisement, c'est de l'absence. Absence d'enthousiasme, de direction, d'appartenance. Vous faites encore, mais vous ne ressentez plus. Vous livrez encore, mais vous ne vous reconnaissez plus dans ce que vous produisez. C'est comme si votre vie avait été kidnappée par un scénario que vous n'avez pas écrit. Et là surgit la question qui déchire. À quoi bon tout cela? Une question inconfortable que le stoïcisme encourage à poser. Parce que sans un pourquoi, le comment devient insupportable. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de cultiver une philosophie de vie qui vous permette de traverser même les jours les plus arides avec dignité et clarté. Épictète nous invite à regarder à l'intérieur et à comprendre si nous vivons selon ce qui compte vraiment, ou si nous ne faisons que réagir à ce qu'on nous impose. Il disait « Ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le veux, mais veux qu'ils se passent comme ils se passent, et tu prospéreras. » Cette acceptation stoïque n'est pas de la résignation, c'est de l'alignement. Quand vous faites pendant trop longtemps ce qui est désaligné de votre axe, même avec compétence, il y a un prix. Et ce prix s'appelle l'auto-trahison. Peu à peu, vous devenez étranger à vous-même. Et là, la fatigue n'est plus seulement physique, elle est existentielle. C'est pourquoi le burn-out ne doit pas être traité uniquement par le repos. Il doit être compris comme le symptôme d'un désaccord avec ce qui est essentiel. Quand vous travaillez contre vos propres valeurs, le corps le ressent. Quand vous étouffez vos intuitions pour plaire ou vous conformer, votre esprit tombe malade. Et quand vous ignorez vos limites internes au nom de la performance externe, votre âme crie. Ce cri peut se déguiser en insomnie, en tachycardie, en crise d'anxiété. Mais au fond, c'est une demande de secours, un appel à retrouver l'axe, à redécouvrir ce qui, un jour, a fait briller vos yeux. La discipline mentale, si prisée par les stoïques, n'est pas une question de tout endurer en silence. C'est une question de garder la lucidité même face au chaos. C'est savoir s'arrêter et se demander, cela a-t-il encore du sens? Me sert-il encore? Honore-t-il encore qui je suis? La pensée positive stoïque ne prétend pas que tout va bien. Elle observe, questionne, ajuste. Elle comprend qu'il n'y a pas de succès véritable lorsque le prix est la perte de soi-même. Et en cela, la sagesse ancienne dialogue avec la modernité. Il ne sert à rien d'obtenir des résultats si le coût est votre paix intérieure. Il ne sert à rien de gagner à l'extérieur tout en s'effondrant à l'intérieur. Sénèque avertissait que la vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe sa longueur, mais qu'elle soit bien jouée. Et comment bien jouer sa propre vie si vous ne savez même plus quel rôle vous incarnez? Le burn-out nous met face à cette crise d'identité. Il arrache les masques, détruit les excuses et oblige l'âme à regarder dans le miroir. Et ce qu'on y voit peut être effrayant. Quelqu'un qui s'est tellement éloigné de lui-même qu'il ne se souvient plus de ce qu'il aime, de ce qu'il rêve, de ce qu'il cherche. C'est à ce moment que la souffrance devient une opportunité, une chance de retour, une chance de reconstruction. Ce retour commence par des petites choses. Dire non à une tâche de trop. Prioriser ce qui vous nourrit et non ce qui vous épuise. Vous posez tous les jours la question « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de qui je veux être ?» La philosophie stoïque n'offre pas de formule toute faite, mais elle offre de la lucidité. Et la lucidité est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Organiser l'esprit, repositionner la boussole, choisir avec plus de conscience, parce que chaque micro-choix façonne votre réalité. Et si vous ne définissez pas ce qu'est le succès pour vous, le monde le fera à votre place et le prix sera élevé. Le burn-out peut être une rupture, mais il peut aussi être un pont, une traversée douloureuse entre ce que vous étiez et ce que vous devez devenir.
une fissure qui laisse entrer la lumière, mais seulement si vous avez le courage de regarder au-delà du symptôme, d'écouter ce qui se cache derrière la fatigue, et surtout de vous engager dans une nouvelle manière de vivre, plus alignée, plus humaine, plus consciente. La philosophie de vie n'est pas un luxe réservé aux sages, c'est une ancre pour ceux qui vivent dans l'œil du cyclone. C'est peut-être pour cela que le burn-out est, pour certains, une fin, et pour d'autres, un commencement. Parce que lorsque le corps se bloque et que l'esprit n'en peut plus, l'âme se redresse et exige un changement. Et ce changement ne commence ni par des vacances, ni par un nouvel emploi. Il commence par une question que vous seul pouvez répondre. Qu'est-ce qui a encore du sens? Et qu'est-ce qui ne fait qu'occuper de l'espace? Et peut-être, à ce moment-là, vous réaliserez que l'effondrement n'a pas besoin d'être la fin, mais plutôt le premier signe qu'il est temps de retrouver ce que vous avez perdu en chemin. L'effondrement comme tournant, pas comme fin. Ce qu'on appelle un effondrement est souvent simplement le moment où l'âme exige de recommencer. Pas par caprice, mais par survie. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez été fort trop longtemps dans des directions qui ne menaient nulle part. Il y a quelque chose de profondément honnête dans l'effondrement. Il ne ment pas, il ne masque pas, il n'essaie pas de maintenir les apparences. Il s'écroule, tout simplement. Et dans cet écroulement, la vérité apparaît. La vérité sur combien vous avez ignoré vos propres limites, combien vous vous êtes éloigné de votre essence, combien vous avez vécu pour répondre aux attentes des autres. L'effondrement, alors, n'est pas un échec, c'est une lucidité accumulée qui se manifeste par une rupture. Dans la sagesse stoïque, les moments difficiles ne sont pas évités, mais accueillis comme une partie du processus de polissage du caractère. Sénèque disait que le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes. Et c'est exactement cela. L'effondrement ne vient pas pour vous détruire, il vient pour vous révéler. Il expose où vous vous êtes trahi, où vous avez cédé au-delà du raisonnable, où vous vous êtes trop tu. Et c'est dans cet espace, entre l'épuisement et la réévaluation, que naît la transformation personnelle. Parce qu'il est impossible de continuer de la même manière après être tombé de soi-même. La chute, si elle est bien observée, devient un nouveau sol. Un sol plus solide, plus conscient. Quand tout s'effondre, le silence qui reste a un goût de libération. Pas parce que la douleur est passée, mais parce que les illusions sont tombées avec elle. Le poste, le statut, la reconnaissance, rien de tout cela ne vous soutient lorsque votre paix intérieure s'écroule. Et là, sur ce sol émotionnel, vous réalisez que le succès sans sens est une ruine déguisée, que la productivité sans but est une violence intérieure, et qu'être stoïque, véritablement, ce n'est pas tout supporter en silence, c'est choisir ce qui mérite d'être supporté. C'est développer la force mentale nécessaire pour abandonner ce qui rend malade, même si cela demande du courage, des pertes, du changement. L'effondrement devient alors un rite de passage, une frontière invisible entre l'ancien qui doit mourir et le nouveau qui ne sait pas encore naître. Et cet intervalle, aussi douloureux soit-il, est l'endroit où germe la vertu stoïque. C'est là que la discipline mentale cesse d'être un concept abstrait pour devenir une pratique vivante, se lever du lit même sans envie, dire non même avec culpabilité, recommencer même sans garantie. La philosophie de vie des stoïques nous enseigne qu'il n'y a pas de chute irréversible, seulement des chutes mal comprises. L'effondrement peut être une leçon, à condition que vous soyez prêt à apprendre. Marc Aurèle a affronté des épidémies, des guerres, des trahisons, mais il n'a jamais abandonné sa lucidité. Il écrivait pour lui-même, à voix basse, dans les interstices de la vie, comme s'il disait « Peu importe le chaos extérieur si la forteresse intérieure reste debout ». Et c'est ce que l'effondrement nous enseigne, réorganiser l'esprit comme on organise un temple. La vie extérieure peut s'effondrer, mais si ce qui vous soutient est vrai, vous restez debout. Vous pouvez vaciller, saigner, douter, mais vous restez debout. Parce que ce qui vous maintient n'est plus l'applaudissement, le poste ou le salaire. C'est la clarté,
c'est l'alignement, c'est le silence qui vient après la chute. Bien sûr, cela fait mal, bien sûr, cela fait peur, mais c'est à ce moment-là que naît ce qu'on appelle la résilience stoïque, pas cette armure froide qui ne ressent rien, mais cette musculature émotionnelle qui ressent tout et continue quand même, qui comprend que la douleur a un sens, que l'échec est un avertissement, que la souffrance, si elle est accueillie, devient un professeur. Parce que celui qui a survécu à un effondrement porte une sagesse qu'on n'apprend pas dans les livres. On l'apprend avec une âme en miettes, reconstruite avec patience. La douleur qui devient philosophie, la peur qui devient conscience, la chute qui devient but. On entend souvent « c'était le pire moment de ma vie ». Mais quelque temps plus tard, la même personne dira « c'est là que tout a commencé à changer ». C'est la nature paradoxale de l'effondrement. Il marque la fin de ce qui ne vous servait plus, même si vous ne le saviez pas encore. Le stoïcisme moderne invite à regarder ces moments avec courage et ouverture, à ne pas qualifier de tragédie ce qui, en réalité, est un portail. Oui, ça fait mal. Oui, ça déstructure. Mais ça nettoie aussi. Ça libère, ça repositionne. Et cela, aussi difficile que ce soit, est précieux. Travailler son propre effondrement est en soi un exercice de contrôle émotionnel. Pas contrôler pour réprimer, mais pour rediriger. Pour ne pas réagir avec désespoir, mais avec décision. C'est à ce moment que la gestion du stress devient plus qu'une technique, elle devient une survie digne. Un art de prendre soin de soi, un rituel de reconstruction, un pas à la fois, une choix par jour, un silence à l'intérieur. Et peu à peu, sans hâte, la force mentale renaît, pas comme avant, mais plus sage, plus solide, plus centrée. Et quand vous vous y attendez le moins, vous réalisez que cet effondrement, qui semblait la fin de tout, était en réalité le début, pas d'une nouvelle carrière, ni d'une nouvelle relation, mais d'une nouvelle posture face à la vie. Plus stoïque, plus authentique, plus fidèle à votre essence. La fin, après tout, n'était qu'un commencement déguisé en tragédie. Et maintenant, avec cette clarté, vous pouvez commencer à vous demander comment reconstruire avec un but. Et c'est précisément sur cela que le prochain chapitre nous invite à réfléchir. S'effondrer pour reconstruire avec un but. S'effondrer, aussi effrayant que cela puisse paraître, est souvent le seul chemin pour reconstruire avec vérité. Il y a une différence abyssale entre tomber par faiblesse et se déconstruire consciemment pour recommencer avec lucidité. Le premier est un accident. Le second est un choix. Quand le stoïcisme parle de vertu, il ne s'agit pas d'une perfection inaccessible, mais d'un courage pratique. Le courage de défaire tout ce qui ne vous représente plus. De regarder les décombres et de réaliser que peut-être ils sont plus honnêtes que les murs que vous mainteniez juste pour les apparences. Parce qu'il n'y a pas de reconstruction véritable sans permettre d'abord à l'ancien de se briser avec tout ce qui l'emportait. Il existe un type d'épuisement qui ne demande pas du repos, mais un recommencement. Un effondrement qui ne veut pas d'anesthésie, mais de vérité. Il arrive en silence, parfois sous la forme d'un ennui persistant, d'un manque de sens chronique, d'une résistance à sortir du lit. L'esprit essaie encore de pousser pour un jour de plus, un projet de plus, une livraison de plus. Mais le corps commence à ne plus obéir. Le burn-out à ce stade n'est plus seulement un signe de stress, c'est une faillite de la cohérence interne. Le système s'est effondré parce que vous avez continué à fonctionner en dehors de vous-même, parce que vous avez ignoré votre philosophie de vie, parce que vous avez priorisé les résultats et abandonné votre paix intérieure. Et alors, l'effondrement devient inévitable. Mais voici ce que peu de gens disent. S'effondrer est une forme de liberté. Parce que dans la chute, les masques tombent aussi, les justifications, les rôles que vous avez acceptés sans questionner. Et sur ce terrain nu, il ne reste que l'essentiel, ce qui soutient, nourrit, ancre. La discipline mentale à ce stade n'est pas une force brute, c'est de la présence. C'est apprendre à prendre soin des petits détails de votre quotidien avec attention,
comme quelqu'un qui reconstruit un temple de ses propres mains, sans hâte, mais avec un but, parce que maintenant, il ne s'agit plus de construire à l'extérieur, il s'agit d'édifier à l'intérieur. Marc Aurèle écrivait que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et dans ce nouveau cycle, reconstruire exige de réorganiser l'esprit, supprimer les excès, refaire les priorités, cultiver des pensées qui alignent et ne détruisent pas. La philosophie stoïque offre ce sol ferme. Elle ne vous dit pas quoi faire, mais comment être pendant que vous le faites. Et cette posture change tout. La reconstruction devient moins une question de résoudre des problèmes et plus une question de réorganiser son propre être. Une tâche silencieuse, lente, mais profondément transformatrice, où chaque choix porte un peu plus de sens et un peu moins d'obligation. Quand vous décidez de reconstruire avec un but, vous réalisez que tout ne mérite pas de revenir dans votre nouvel édifice intérieur. Certaines personnes, routines, discours et habitudes sont restées derrière, et c'est mieux ainsi. La force mentale, maintenant, est sélective. Elle sait que l'énergie est limitée et que la paix est sacrée. Vous apprenez à ne plus vous jeter entièrement dans des causes qui ne vous accueillent pas. Vous apprenez à travailler avec plus de sérénité, sans perdre de profondeur. Vous apprenez que le véritable succès est celui qui respecte votre santé émotionnelle, qui vous permet de poser la tête sur l'oreiller en paix, même si le monde extérieur est en guerre. Reconstruire exige aussi du détachement. Se détacher de l'idée que tout doit redevenir comme avant. Parce que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne voulez plus de cela. Vous craignez seulement le vide qui reste tant que le nouveau n'est pas encore arrivé. Mais c'est précisément dans ce vide que la sagesse stoïque se manifeste. C'est là que vous apprenez à vivre sans peur, à gérer l'impermanence, à faire confiance au processus. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, n'a découvert sa philosophie qu'après avoir tout perdu, littéralement. Et pourtant, ce fut le point de départ de sa véritable vie. Parfois, il faut perdre le monde pour se retrouver soi-même. L'état d'esprit de croissance véritable n'est pas celui qui prétend aller bien tout en sombrant. C'est celui qui reconnaît le fond et décide de transformer la douleur en marche, qui regarde l'épuisement et y voit un appel, qui transforme l'anxiété en alerte, les critiques en polissage et la crise en tournant. C'est l'esprit stoïque dans sa forme la plus pure, affronter la douleur avec dignité, et plus encore, en tirer de la sagesse. Parce que, contrairement à ce que le monde enseigne, ce n'est pas l'absence de difficultés qui nous rend forts. C'est la manière dont nous renaissons d'elles. Travailler contre soi-même pendant si longtemps laisse des traces. Reconstruire, donc, exige du soin, exige de nouvelles pratiques, exige un engagement envers ce qui est essentiel, l'auto-soin, le respect de ses propres limites, l'écoute du corps, l'attention aux pensées. La gestion du stress cesse d'être une ressource d'urgence pour devenir un mode de vie. Les pauses deviennent sacrées, le silence devient une prière, et chaque choix, même les petits, porte un fil de conscience qui soutient tout. L'organisation mentale devient une priorité, non plus pour produire plus, mais pour exister mieux. Peu à peu vous réalisez, reconstruire avec un but est un acte de courage quotidien. Un acte continu de résistance au bruit, à la hâte, à l'ego. Un processus spirituel déguisé en réorganisation pratique. Et sur ce chemin naît quelque chose de rare, une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, une sérénité au travail qui ne vient pas de l'absence de pression, mais de la clarté intérieure. Vous pouvez continuer dans le même emploi, avec les mêmes tâches, mais rien ne sera plus pareil. Parce que maintenant, c'est vous qui êtes différent, plus entier, plus sobre, plus présent. Et dans ce nouveau stade, une question résonne. Le feu qui vous consumait, était-ce de la passion ou de l'auto-sabotage? Dans le prochain chapitre, nous allons comprendre comment même le feu doit être interprété avec sagesse, comme l'enseignait Sénèque. Feu intérieur ou incendie émotionnel. Sénèque connaissait la différence. Tout feu n'éclaire pas, certains ne font que consumer.
Sénèque, dans sa sagesse millénaire, savait distinguer avec clarté ce qui était une force vitale de ce qui était une autodestruction déguisée en intensité. Le feu intérieur est celui qui réchauffe le but, qui motive avec sérénité, qui éclaire le chemin sans aveugler. L'incendie émotionnel, lui, est l'opposé. Il brûle sans discernement, consume sans pitié et ne laisse que des cendres là où il y avait des projets, des relations, de la santé. Dans le contexte du burn-out, cette distinction devient urgente. Parce que beaucoup confondent la passion avec la surcharge, l'enthousiasme avec l'anxiété, l'engagement avec l'autosacrifice. Et le prix de cette confusion est élevé. Tomber malade au nom de quelque chose qui devrait guérir. La philosophie stoïque ne diabolise pas le désir, mais l'observe avec attention. Sénèque disait que ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre. Et ce désir incessant d'approbation, de reconnaissance, d'objectifs toujours plus inatteignables est l'un des déclencheurs de l'incendie émotionnel. Le feu intérieur est silencieux, constant, discipliné. Il se nourrit de buts, pas d'ego. L'incendie émotionnel, lui, est chaotique, impulsif, désorganisé. Il naît de la peur de ne pas être assez, de la comparaison constante, du manque de présence. Et lorsqu'il n'est pas contenu, il dévore jusqu'à la dernière étincelle de paix intérieure que vous portiez encore. Contrôler ce feu ne signifie pas l'éteindre, mais le rediriger. C'est là qu'intervient la discipline mentale. Le stoïque moderne apprend à gérer son énergie comme un alchimiste. Il sait quand accélérer et quand s'arrêter, quand se donner et quand se préserver. Parce que tous les défis ne méritent pas une implication totale. Savoir choisir où placer sa force mentale est aussi important que de l'avoir. C'est de l'organisation émotionnelle. C'est une maturité silencieuse. C'est la vertu de celui qui comprend qu'il n'a pas besoin de prouver sans cesse qu'il est bien productif et fort. Être fort, vraiment, c'est savoir quand s'arrêter. Beaucoup confondent l'action avec l'agitation. Ils courent, livrent, planifient, mais ne savent pas dire pourquoi. L'incendie émotionnel a exactement ce profil. Il semble être de l'efficacité, mais cache du désespoir. Il semble être du courage, mais cache une fuite. Il semble être de l'engagement, mais cache une désorientation. Le feu intérieur, au contraire, avance calmement. Il sait que la hâte est l'ennemi de la clarté. Il ne brûle pas pour rien. Il guide, éclaire, réchauffe, comme la flamme d'un phare dans une nuit obscure. Et c'est l'une des grandes leçons du stoïcisme, transformer l'énergie brute en présence lucide. Il y a une grandeur sereine chez celui qui parvient à garder la flamme allumée sans tout incendier autour. C'est cela, le véritable succès. Rester en paix, même au cœur de l'intensité. Avoir de la force mentale sans s'endurcir, avoir de la discipline sans se violenter, avoir de l'ambition sans perdre l'axe. Et cela n'est possible que lorsqu'on fait la paix avec le silence, avec la limite, avec le temps. Parce que l'incendie émotionnel naît du refus de s'arrêter. Le feu intérieur, lui, naît de l'habitude d'écouter. Écouter le corps, écouter les pensées, écouter l'âme. C'est la sagesse stoïque appliquée, c'est vivre avec un but. Il y a un détail précieux ici. Le feu intérieur fatigue aussi. Il a aussi besoin de repos. Il n'est pas une source infinie d'énergie. Même l'âme la plus passionnée a besoin de pause, de respiration, de recalibrer sa direction. Sénèque le savait. Il écrivait sur l'importance de l'oisiveté créative, de la contemplation, de la quiétude comme nourriture de l'esprit. Le burn-out naît souvent lorsque même ce qui était beau devient une obligation, lorsque même ce qui était une vocation devient une prison. C'est à ce moment que le feu intérieur risque de devenir un incendie, lorsque vous cessez d'écouter et commencez à ne faire que réagir. La philosophie de vie stoïque enseigne que bien vivre, c'est vivre avec modération, que le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, mais de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Il ne s'agit pas de réprimer l'enthousiasme, mais de le guider avec direction. Il ne s'agit pas de contenir la passion,
mais de la canaliser avec sagesse. Parce que la passion sans direction est du gaspillage, et la direction sans passion est de l'apathie. L'équilibre se trouve dans la vertu, et la vertu, selon les stoïques, est le point où la raison et le cœur marchent ensemble, sans se marcher dessus. Il y a une immense beauté chez celui qui a appris à vivre avec ce type de feu, ferme, constant, silencieux. Un feu qui ne crie pas, mais transforme, qui n'a pas besoin de scène, mais crée de la présence, qui ne cherche pas de validation, mais vit avec un but. La transformation personnelle commence à ce moment, quand vous échangez la frénésie de l'incendie pour la profondeur de la flamme intérieure. Quand vous cessez de courir après tout, pour commencer à marcher avec direction, c'est vivre avec sagesse, c'est être stoïque, avec le cœur en paix et l'esprit éveillé. Et ainsi, l'incendie émotionnel se dissipe. Parce que maintenant, vous savez identifier quand vous allumez trop, désirez trop, brûlez trop, et au lieu de vous culpabiliser, vous vous recueillez, vous vous réorganisez, vous vous renforcez. Le contrôle émotionnel cesse alors d'être un fardeau pour devenir un cadeau. Un cadeau que vous vous offrez chaque jour, en choisissant de prendre soin de vous avant de vous donner entièrement. Parce que lorsque vous vous allumez à l'intérieur avec un but, le monde extérieur ne brûle plus autant. Mais que se passe-t-il lorsque ce même feu se retourne contre vous, lorsque l'effort, la discipline et l'engagement commencent à devenir des formes silencieuses d'auto-agression? Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la violence intérieure que beaucoup commettent au nom du succès. Travailler contre soi est le plus grand acte de violence intérieure. La pire violence ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, elle naît en silence à l'intérieur de qui vous êtes. Déguisée en responsabilité, elle porte le nom de productivité, arbore l'étiquette de l'engagement et se cache derrière le succès apparent. Mais au fond, elle vous ronge. Parce qu'il n'y a rien de plus cruel que de transformer votre propre effort en auto-sabotage déguisé en discipline. C'est ce que beaucoup font, et ils le font au nom d'idéaux qu'ils ne questionnent pas. Travailler contre soi n'est pas seulement une erreur de stratégie, c'est une erreur d'existence. Une manière subtile mais dévastatrice de nier votre nature et d'étouffer vos besoins les plus profonds. Le stoïcisme nous enseigne à nous observer avec honnêteté, à surveiller non seulement le monde extérieur, mais les pensées qui nous meuvent et nous façonnent. Et lorsque cette vigilance échoue, nous laissons place à une tyrannie intérieure. Cette voix qui ne permet jamais le repos, qui exige des résultats même dans l'épuisement, qui refuse d'écouter le corps, qui rejette les pauses, qui ne pardonne pas les erreurs. Cette voix, souvent célébrée comme de la volonté, est, en réalité, ce qu'Épictète appellerait une apathéia mal comprise, une fausse indifférence qui n'est pas de la sérénité, mais une négation de ses propres limites. Vous commencez en voulant vaincre et vous finissez vaincu à l'intérieur. La routine devient un champ de bataille, l'agenda une prison dorée, la performance une addiction, et tout cela pendant que le monde applaudit. Mais vous seul savez le prix. Vous seul ressentez la lourdeur dans votre poitrine au réveil, l'irritation croissante, l'insomnie masquée par la caféine, la tension constante dans le corps. Tout cela est le corps qui tente d'avertir. Vous allez contre vous-même. Le contrôle émotionnel devient répression. La discipline mentale devient rigidité. La productivité devient compulsion. Et quand vous vous en rendez compte, il n'y a plus de vie, seulement du fonctionnement, seulement de la survie déguisée en succès. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » Et peut-être que la plus grande audace aujourd'hui est de faire une pause, respirer, réévaluer, avoir le courage de regarder votre routine et d'admettre que ce qui vous a conduit jusqu'ici ne vous sert plus. La philosophie de vie n'est pas un ornement pour les moments calmes. C'est la colonne vertébrale qui doit nous soutenir dans les jours de chaos. Et le stoïcisme moderne nous rappelle, vous n'avez pas besoin de vous détruire pour prouver que vous êtes fort. Au contraire,
La véritable force mentale est de se protéger de ce qui vous consume à l'intérieur. Travailler avec un but est un acte d'amour. Travailler contre soi est une violence déguisée en ambition. Et c'est pourquoi le burn-out est si fréquent chez ceux qui s'efforcent le plus. Parce qu'ils ont appris à s'exiger plus que n'importe quel patron ne le ferait. Ils confondent l'excellence avec l'obsession et ils finissent par faire de leur propre esprit un environnement toxique, celui dont on ne peut pas demander la démission. L'état d'esprit de croissance, lorsqu'il est déformé, devient une cage. Et seul celui qui s'autorise à s'arrêter commence à percevoir à quel point il se faisait du mal tout en pensant « aller bien ». L'organisation mentale, alors, doit être revue. Non seulement pour être plus efficace, mais pour être plus douce. Créer de l'espace pour le silence, pour l'erreur, pour le repos. La gestion du stress n'est pas une question de résister au maximum, mais de ne pas avoir besoin d'atteindre la limite. C'est une question de vivre avec conscience, avec compassion, avec sagesse. La sagesse stoïque, c'est cela. Reconnaître ce qui est sous votre contrôle et vous libérer de ce qui ne l'est pas. Et surtout, accepter que vous êtes aussi sous votre propre responsabilité, que prendre soin de vous est plus noble que de vous sacrifier. Quand vous travaillez contre vous, chaque objectif atteint s'accompagne d'un vide, parce que vous y arrivez, et vous ne vous y retrouvez pas. Et puis, vous recommencez, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour le corps cède, l'esprit s'effondre et le cœur se tait. C'est à ce moment que beaucoup appellent la fin. Mais si elle est accueillie avec lucidité, cela peut être le début d'un nouveau chemin, plus serein, plus vrai, plus stoïque. Un chemin où la force mentale n'exclut pas l'affection, où la discipline mentale n'oppresse pas l'âme, où le succès se mesure aussi par le niveau de paix que vous ressentez à la fin de la journée. Le stoïque ne cherche pas une vie parfaite, il cherche une vie alignée, une vie qui respecte sa nature, qui honore ses valeurs, qui ne l'oblige pas à porter des masques. Et cette vie commence quand vous cessez de vous violenter au nom d'objectifs qui ne vous représentent pas, quand vous choisissez d'être entier, même si cela signifie être plus lent, quand vous choisissez de vous écouter, même si cela va à l'encontre du courant, quand vous comprenez que vivre sans peur, ce n'est pas ignorer la peur, c'est apprendre à ne pas être commandé par elle. Et puis, peu à peu, le corps recommence à respirer. L'esprit se calme, le regard retrouve son éclat. Et vous réalisez qu'être stoïque, ce n'est pas s'endurcir, mais s'aligner. Ce n'est pas se taire, mais s'écouter avec plus de profondeur. Ce n'est pas se punir, mais se ramener au centre. Et quand vous arrivez à cet endroit, où l'âme n'a plus besoin de crier pour être entendue, quelque chose change. Vous découvrez que travailler pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Mais que se passe-t-il lorsque la vie décide de vous arrêter avant que vous ne le réalisiez vous-même? Et si le burn-out n'était pas une défaillance, mais un appel profond à la vertu? C'est de cela que le dernier chapitre va nous parler. Le burn-out. L'invitation non sollicitée à la vertu. Parfois, l'univers murmure, mais quand vous n'écoutez pas, il crie. Et le burn-out est l'un de ces cris. Un effondrement qui arrive sans fleurs, sans préavis formel, sans délicatesse. Il envahit, il paralyse et il brise tout ce qui semblait fonctionner correctement, à commencer par l'intérieur. Et même si ça fait mal, même si ça fait peur, le burn-out porte quelque chose de rare. La capacité d'interrompre la continuité d'un chemin qui vous mènerait à un vide total. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation, un appel à la vertu, à un réalignement, à la sagesse stoïque appliquée à la vie réelle. Une invitation inconfortable, non sollicitée, mais nécessaire. Le stoïcisme a toujours considéré l'adversité comme un terrain fertile pour la transformation personnelle. Sénèque disait que l'adversité est l'occasion de la vertu. Et peut-être qu'aucune adversité n'est plus emblématique de notre époque que cet épuisement silencieux qui frappe ceux qui vivent trop à l'extérieur et trop peu à l'intérieur. Le burn-out nous force à nous arrêter.
Mais ce n'est pas n'importe quelle pause, c'est un portail, un espace où tout ce qui n'est pas essentiel commence à s'effondrer, où les illusions tombent, où l'âme, épuisée, exige enfin d'être entendue. Et quand vous acceptez d'écouter, même sans tout comprendre, quelque chose commence à se relever, avec plus de présence, plus de clarté, plus d'humilité. La vertu stoïque n'est pas une question d'être inébranlable, c'est une question d'être honnête avec soi-même. C'est regarder ses propres limites avec respect et non avec honte. C'est dire « je ne peux plus continuer ainsi sans ressentir de culpabilité ». Parce que cette conscience n'est pas une faiblesse, c'est une force mentale, un contrôle émotionnel, une sagesse de savoir s'arrêter avant de se briser, de savoir demander de l'aide sans perdre sa dignité, de savoir décevoir les attentes extérieures pour honorer les besoins intérieurs. Et cette posture, qui semble simple, est l'un des défis les plus grands du monde moderne, parce qu'elle exige du courage et aussi du silence. Le burn-out révèle une contradiction. Vous avez tout fait correctement et pourtant tout a mal tourné. Vous avez livré, vous vous êtes efforcé, vous avez produit et vous vous êtes effondré. Mais peut-être que ce mal tourné est juste le début de quelque chose qui doit, enfin, aller bien. Votre vie, votre équilibre, votre paix. Ce qui s'est brisé, ce n'est pas vous. Ce qui s'est brisé, c'est le système que vous mainteniez, le rythme que vous acceptiez, la pression que vous normalisiez. Le stoïcisme nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, presque toujours, est simple, respirer profondément, être présent, être fidèle à sa propre nature, vivre avec conscience et cesser d'essayer de rentrer là où il n'y a plus de place pour votre âme. C'est à ce moment que naît la vertu, dans le quotidien, dans le silence, dans le retour à ses propres valeurs. La vertu stoïque se manifeste quand vous dites « assez » et restez calme. Quand vous réorganisez votre vie, non pas pour l'esthétique d'Instagram, mais pour la paix de fermer les yeux la nuit. Quand vous travaillez avec présence et non avec hâte. Quand vous apprenez que la discipline mentale n'est pas une punition, mais une direction avec sagesse. Le burn-out alors cesse d'être un méchant pour devenir un maître sévère qui enseigne par la force ce que vous auriez pu apprendre avec douceur. Ce maître enseigne à vivre avec plus de légèreté, à rire de soi-même, à se permettre d'échouer, à faire une pause sans culpabilité, à faire confiance à la sagesse ancienne qui traverse les millénaires en disant la même chose. La paix intérieure vaut plus que n'importe quelle médaille. Vivre sans peur, ce n'est pas éliminer les risques. C'est avancer avec clarté, même sans garantie. C'est agir avec présence, même sans applaudissements. C'est choisir la sérénité, même quand l'anxiété tente de prendre le volant. La philosophie de vie stoïque offre cette carte, pas pour vous protéger de la douleur, mais pour vous apprendre à la traverser avec fermeté et dignité. Celui qui a traversé un burn-out avec conscience le sait. On en sort différent, plus entier, plus lucide, plus sélectif. Vous apprenez à dire « oui » seulement quand votre âme dit « oui » aussi. Vous apprenez à respecter le temps des choses. Vous apprenez que le succès sans santé n'est pas du succès, que la croissance sans paix est une illusion. Et que la force mentale, avant tout, c'est savoir prendre soin de son énergie. Savoir se reposer sans se sentir inutile. Savoir s'arrêter sans culpabilité. Savoir que le monde peut attendre, parce que ce qui est en jeu, c'est votre vie. Et cela, oui, est non négociable. Et puis, peu à peu, la reconstruction commence. Pas avec euphorie, mais avec un but. Pas avec des promesses, mais avec des pratiques. Un pas à la fois, une pensée à la fois. Vous commencez à poser des briques là où il y avait de la hâte. Vous commencez à vous écouter davantage, à vous imposer moins. Vous commencez à exister avec plus de calme, à vous connecter avec plus de vérité, à travailler avec plus de conscience. Et, sans vous en rendre compte, vous vivez une nouvelle vie. Pas une vie parfaite, mais une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fin de compte, le burn-out n'est pas venu pour vous détruire.
Il est venu pour vous rendre à vous-même, pour vous rappeler que l'âme a des limites, que le corps parle, que le silence est sacré, que la vertu est une pratique, pas une pause, et que votre paix, cette paix silencieuse que personne ne voit mais que vous ressentez, est peut-être votre plus grande conquête, la seule qui vaille la peine d'être maintenue à tout prix. Et maintenant, avec cette clarté, vous pouvez regarder en arrière et dire « J'ai chuté, mais je suis revenu meilleur ». Et cela, mon ami, c'est le stoïcisme en pratique. Le burn-out a peut-être pu vous faire tomber, mais il peut aussi être le moment où vous vous relevez enfin avec vérité, plus éveillé, plus conscient, plus serein. Il n'y a pas de vertu dans la hâte qui vous rend malade. Il n'y a pas de mérite à étouffer votre âme pour atteindre des objectifs, et personne n'a besoin de se sacrifier tous les jours pour être digne de paix. Le stoïcisme vous le rappelle. La véritable force n'est pas de résister à la limite, mais de la reconnaître avec sagesse. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, voici l'invitation. Ne retournez pas au même endroit intérieur d'où vous êtes parti. Commencez petit. Revoyez une routine. Faites une pause avec intention. Respirez plus lentement. Réécrivez vos urgences. Et dites-moi, qu'allez-vous changer à partir d'aujourd'hui? Laissez dans les commentaires une décision, un engagement envers vous-même, quelque chose qui représente votre premier pas vers une vie avec plus de présence, plus d'équilibre et plus de calme intérieur. Si cette vidéo vous a aidé d'une quelconque manière, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Ici, chaque semaine, vous trouverez de la réflexion, de la présence, une force silencieuse et une sagesse stoïque appliquée à votre vie réelle. Et plus encore, cliquez sur le lien du premier commentaire épinglé. Vous y trouverez un e-book conçu avec beaucoup de soin pour vous accompagner dans ce voyage de reconstruction intérieure. C'est un guide pratique et profond pour ceux qui sont fatigués de survivre et qui veulent commencer vraiment à vivre. Ce texte a été traduit avec soin pour préserver le ton, l'émotion et la profondeur philosophique de l'original. Si vous avez besoin d'ajustements ou d'une traduction plus concise, n'hésitez pas à me le dire.